Je vais appeler les intervenants de la première table ronde donc, maintenant sur la vie associative et la diversité culturelle en vie associative justement. Donc, je vais appeler Tiffaine Siré, qui est responsable des partenariats et de la communication de la Redadeg. Je vais appeler Tanguy Sicard, qui est donc pensionneur du Bagad Cap Caval et membre de la Fédération Sonérienne. Je vous en prie, venez vous installer. Rosane Leroy, qui est coprésidente de la Confédération de danse bretonne Kenler. Et puis Jean-Michel Lucas, alors je vais vous prendre le fauteuil, pardon, mais comme je vais rester à côté. Jean-Michel va nous rejoindre aussi, mais je vais l'obliger, Jean-Michel Lucas, à ne parler qu'à la fin. Mais voilà, si tu veux nous rejoindre quand même. Parce que l'idée, c'était peut-être d'avoir un discours moins théorique et qui puisse, du coup, de manière très pédagogique, pouvoir vous interroger sur tout ce qu'il a dit là. Et je pense qu'il y a plein de mots-clés comme ça qui ont dû faire vraiment écho dans vos trois interventions. On va commencer avec vous, Tiffaine. La Redadeg, ça fait quand même un paquet de temps que ça existe, depuis 2008, je crois. Je dis des bêtises? Non, c'est ça, tout à fait. Voilà, et c'est sur un modèle, j'ai vu ça, c'est sur un modèle basque à l'origine que cette initiative est partie. Alors pour réexpliquer ce que c'est que la Redadeg, donc en Redadeg en breton, c'est la course, donc la course pour la langue bretonne, qui effectivement s'est basée sur un modèle basque qui est la correca. Donc basque, français, espagnol évidemment. Et donc le principe de la course qu'on a repris au basque, c'est pas une course pour la compétition justement, parce qu'on n'est pas du tout dans cette question-là. On est sur des questions de solidarité et de faire ensemble et d'humanité justement, comme disait Jean-Michel. Et donc l'idée pour nous, c'est d'avoir un relais. Donc c'est un relais tous les 2 ans sur. Donc là, l'année prochaine, ce sera 2020 km. Quand il n'y a pas de couvre-feu, c'est sans s'arrêter, c'est-à-dire qu'on part un vendredi à 20h, on arrive le samedi de la semaine d'après vers 17h. Donc voilà les images derrière vous de cette année, puisque ça devait être en 2020 et qu'on n'a pas pu le faire, donc ça a été fait en 2021 avec les conditions sanitaires qu'on connaît. Et l'idée, c'est que tous ces kilomètres-là sont à la fois finançables et financés par les collectivités, les entreprises, les particuliers et le monde associatif. Et c'est un peu comme le Téléthon finalement. Et donc l'achat de ces kilomètres permet ensuite pour nous de reverser cette somme-là en partie aux écoles immersives à Diwan et pour autre partie à des projets qui sont faits en langue bretonne. Ça peut être des projets d'audiovisuel comme des courts-métrages, ça peut être de la radio en breton, ça peut être aussi des livres en breton, ça peut être du spectacle vivant, aussi de la création artistique. Donc en fait, on est un peu sur tous les tableaux en langue bretonne et aussi bien sûr en langue galaise quand les projets nous arrivent. Donc on est bien d'accord, la langue bretonne est là toute dans sa démonstration qu'elle n'est pas un repli sur elle. Vous prenez souvent la citation de Pierre Chakas-Elias qui dit « La langue est mon pays et tout autour, c'est la géographie ». Je crois que je l'ai un peu inversé, mais grosso modo, c'est ça. C'est d'utiliser la langue bretonne pour montrer à quel point elle permet justement une ouverture sur le monde et une expression des diversités. Tout à fait. En fait, l'idée, pour nous, le premier lugan qu'on a en breton, c'est Brehonek Aplija à dire, du breton et du plaisir. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est, quand on parlait de droits culturels, il y a aussi les droits linguistiques qui sont inclus dedans. Et donc, de montrer que l'usage de la langue bretonne, effectivement, n'est pas un repli, mais une ouverture sur le monde. Ça s'entend aussi dans certains agendas 21 de la culture qui sont mis en place par les communes ou par les départements, notamment celui du Finistère, où dans cette dimension-là, on a la dimension breton langue du monde, qui s'inclut donc dans la question de la diversité culturelle. Et pour nous, ça se traduit sur le terrain par le fait d'entendre le breton dans la vie publique et sur les routes, ce qui n'est pas forcément une évidence. Alors du coup, vous faites appel aux collectivités territoriales, aux associations, aux bénévoles. Est-ce que chaque année, vous sentez, alors à part cette année de suspens et de parenthèse, que petit à petit, vous arrivez justement à lutter contre cette image un petit peu de ce que les langues régionales luttent contre ça, de montrer que simplement c'est la possibilité de continuer à exprimer sa diversité et pas le but de communautarisme. Vous avez encore besoin de séduire justement par des actions. On a toujours besoin. On a toujours besoin parce que les langues régionales, en tout cas notamment chez nous, c'est moins une évidence puisque la langue bretonne n'est pas forcément extrêmement visible pour des raisons politiques, même si la région fait beaucoup. Il y a aussi le monde associatif qui fait beaucoup et le monde économique un petit peu moins. Et c'est là aussi où se joue. Si on n'a pas la confiance du monde économique, c'est plus compliqué aussi d'aller plus loin. Pour autant, ceux qui jouent le jeu et qui sont avec nous sont toujours ravis de participer. On est toujours ravis de les voir parmi nous.
Et bien sûr, il faut qu'on fasse cette démonstration. On a été un peu aidé aussi cette année, vous verrez sur les images ici à la fin à Guingamp, par la décision du Conseil constitutionnel qui n'est pas du tout en faveur des langues régionales. Et donc, ça a permis la manifestation à Guingamp. On était quand même 20 000 à l'arrivée. Et en même temps, d'autres manifestations sur le territoire français via le collectif Pour que vivent nos langues, un peu partout, le même jour. Ce qui a montré aussi une vraie mobilisation au-delà de la Redadec et au-delà de cette manifestation-là, sur d'autres régions. Oui, parce qu'en plus, c'est évidemment sur 5 départements bretons. Là, pour la prochaine, justement, est-ce que, on l'a dit, on vit quand même des moments particuliers où on sent qu'il faut accentuer certaines choses, certains messages. Est-ce que vous allez faire évoluer cette Redadec? Vous allez être sur des actions particulières? Alors, elle est toujours en évolution, effectivement. Le confinement nous a permis aussi de réfléchir à une Redadec virtuelle, éventuellement, pour ceux qui ne pouvaient pas courir de nuit, se sont enregistrés, filmés avant, ce qui fait qu'on a eu aussi une diffusion de petits extraits de gens qui couraient pendant la Redadec pour justement pallier à ce manque-là. Elle évolue aussi sur les thématiques, puisque cette année, on a un thème, en plus de la langue bretonne, évidemment, c'est de faire en breton. Et donc cette année, Breiz à Breiz, qui est très compliqué à traduire en français, mais qu'on a traduit par Bretagne en tout genre, mais effectivement en avant la diversité des personnes qui participent à la Redadec. Pour faire court, Reiz en breton, c'est à la fois le genre, mais c'est aussi ce qui est normal, c'est la loi, c'est l'ordre, ou c'est aussi la morale. Donc c'est un mot à plusieurs sens, et ce jeu de mots en breton nous permet juste de dire que tout le monde est bien sûr le bienvenu, puisque c'est Digor d'Ornol, c'est ouvert à tous. Donc il n'y a pas besoin d'être britophone forcément. Pas du tout. Le principe, c'est de courir tous ensemble. C'était justement la thématique de 2020-2021, de Stamignon, qu'on avait traduit par Ramène ton pote. L'idée, c'était de ramener quelqu'un qui ne connaissait pas. Et le principe pour nous, c'est de courir ensemble, de s'amuser ensemble sur la route, parce que quand il n'y a pas de confinement et de protocole sanitaire exigeant, il y a aussi beaucoup d'animations culturelles sur la route. Il n'y a pas que le départ et l'arrivée, il y a aussi sur tout le long du parcours des associations qui se manifestent, qui font beaucoup de choses aussi et qui permettent d'avoir quelque chose de très coloré et de très vivant. Vous avez déjà des dates là pour 2022? Alors 2022, effectivement, c'est du 20 au 28 mai. On partira de Vitré pour arriver à Vannes. Et c'est vrai que quand on achète des kilomètres pour courir, en tout cas souvent les villes, on peut se retrouver à courir de nuit. Donc il faut le savoir, puisque le but c'est quand même de suivre la course et qu'elle ne s'interrompe pas. Oui, tout à fait. En fait, bientôt on aura justement sur le site internet le parcours le plus précis possible avec effectivement les heures de passage. Ce sont des expériences différentes. Il y a la journée en centre-ville avec tous les enfants, c'est extrêmement émouvant, c'est très fort. Et puis la nuit sur des routes de campagne, ça peut être aussi extrêmement fort parce qu'on a la sono bien sûr qui est à fond. On a aussi un rythme de course qui est différent. Donc c'est plusieurs expériences à la fois sur les différents moments du parcours. Alors, est-ce que ces mots de droit culturel qu'on a vus avec Béatrice, avec Jean-Michel, est-ce que vous les aviez déjà posés à la Redadec, ou est-ce que finalement vous faisiez comme de la prose sans savoir que vous faisiez de la prose? C'est-à-dire qu'ils sont dans nos têtes sans forcément qu'on les ait formulés. Ouais. Je pense qu'on travaille déjà même nous sur des formes hybrides, puisqu'on est entre le sport, la culture, la langue aussi. Depuis longtemps, depuis le début finalement. Donc la question des droits, même si on l'a jamais posée comme ça, elle fait quand même partie de notre ADN, puisqu'on est en lien avec les autres courses aussi. Donc on a cette notion pour nous du droit culturel et des droits des peuples aussi à s'exprimer dans la langue qui est la leur. Et d'ailleurs, depuis la Corica et la Redadec, il y a une course en Irlande, il y en a une au Pays de Galles, il y en a une en Catalogne, il y en a une au pays en Galice. Et en France, depuis peu, il y en a une en Béarn, il y en a une autre bientôt en Auvergne. Les Corses sont courus pour la première fois cette année et les Alsaciens l'année prochaine. D'accord, donc les langues régionales, c'est pas que les langues régionales, parce qu'ils ont, je ne sais pas si en Auvergne, s'il y a sans doute un... L'Auvergne, en fait, il y a l'Auvergne, il y a plusieurs débats là-dessus, mais on est sur le pays occitan, donc on a à la fois une partie de l'occitan et aussi des particularités locales liées à l'Auvergne. Alors, je rebondis, Tanguy Sicard, sur... là, on a entendu qu'effectivement, avec Tiffaine, que pour le coup, il y a eu une suspension, forcément une parenthèse pour la Redadec. Vous, quand j'ai discuté avec vous, vous m'avez expliqué que finalement, le bagad, les activités du bagad n'a jamais cessé, même pendant les périodes de confinement. Vous avez réussi à garder mobiliser toutes les troupes, garder le lien. Comment vous avez opéré ça? Alors, tout simplement, déjà avec Internet, évidemment, c'est un moyen de garder le contact et d'avoir évidemment des projets, de se projeter malgré tout, même si on n'avait pas beaucoup de visibilité
à ce moment-là, c'était ce qui anime souvent notre association, c'est de faire de la musique et donc de préparer des échéances, des concours, des concerts, voilà, qui disparaissaient au fur et à mesure de la crise. Donc, ça a permis quand même, enfin, on a eu l'idée quand même de malgré tout écrire de la musique pour nourrir un peu l'appétit des gens, et on peut voilà, travailler à distance. Donc on est parti sur un projet. Ah bah voilà. Il y a plusieurs choses qui se sont concrétisées à ce moment-là. Donc on avait déjà un CD, voilà, dont il restait à finaliser les textes et tout ça. Et là, donc, on avait l'idée aussi de créer un morceau, parce que comme il n'y avait plus de concours, il y avait moins de matière à écrire. Et malgré tout, on voulait garder un peu cette dynamique. Et donc, on a fait un morceau qu'on a écrit. Et donc, on a aussi concrétisé dès qu'on a pu, dès qu'on a pu se déconfiner un petit peu. On a voulu associer notre musique aussi à un coin emblématique de notre territoire, parce qu'on est basé à Plomeur, en Pays du Béguin. Ouais. Donc voilà, et c'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis un bout de temps. Et donc d'avoir un clip et d'avoir un visuel aussi qu'on pouvait partager, qui pouvait pallier à l'absence de concert. Voilà, ça remplit cet objectif-là. Avec en plus, dans ce projet-là, il y avait une autre dimension, c'est que ça a été écrit en grande partie par des jeunes du Bagad, qui avaient la volonté aussi qui se posaient la question de la pérennité de la musique du groupe. Et voilà, donc ils voulaient participer à l'écriture. Donc là, vous n'entendez pas la musique, mais vous voyez les images. Voilà, et c'est aussi, ça a été l'opportunité pour eux, voilà, de participer activement à l'écriture de ce morceau-là, donc qui a été tourné après au mois de juillet à La Torche, sur notre commune où on est basé. Donc là, on peut le voir, j'imagine, sur YouTube ou autre. Oui, sur YouTube, sur Facebook. Oui, alors c'est une vidéo qui a eu pas mal de succès parce qu'on a eu combiné entre Facebook et YouTube à 840 000 vues. Ouais. Avec musique, parce que là en plus c'est un peu frustrant, mais oui, vous êtes quand même un Bagad, donc on a envie d'étendre. Alors vous avez été 8 fois champion de Bretagne, c'est juste un palmarès un peu incroyable. Vous pensez que c'est ça qui fait aussi qu'on le voit bien dans vos rangs, il y a énormément de jeunes, la transmission n'est pas compliquée? Alors la transmission, c'est notre rôle de responsable du Bagad, c'est aussi le rôle de la fédération. Hein, oui, vous êtes pensonneur et faut savoir qu'un Bagad, ça ne fait pas que jouer et répéter, ça fait aussi de la formation. Ça fait la formation. On le verra avec Kenler aussi tout à l'heure. Transmission instrumentale, transmission d'une musique aussi, hein, d'une culture. Donc oui, là aussi pendant la crise, il a fallu s'adapter. Pareil, d'adapter un peu les outils, utiliser les relations à distance. Heureusement pour les jeunes, pour les mineurs, on a pu assez rapidement faire des choses en présentiel, dans des conditions particulières, souvent c'est en extérieur. Mais voilà, et puis la fédération aussi s'est adaptée à ce moment-là pour... Ce que j'allais vous demander, le fait d'être en fédération avec Sonarion, qui regroupe donc les Bagadous et donc les stoners, comme le dit son nom, ça a été une vraie aide pour vous? Oui, enfin, donc le Bagad déjà fait appel aux enseignants professionnels, parce que la fédération a quand même un réseau d'enseignants professionnels qui est mis à disposition des groupes. Et donc nous, on fait appel à leurs compétences. Et donc voilà, donc la fédération a mis en place des cours à distance. Et puis après, il y avait l'histoire dès que certains locaux, suivant leur classification, pouvaient être accessibles. Oui. Donc voilà, les profs se sont à chaque fois adaptés à chaque groupe pour pouvoir soit faire du distanciel, soit faire du présentiel. Donc là, finalement, la formation envers les jeunes a été maintenue, en fait, malgré toutes ces contraintes liées au contexte sanitaire, quoi. Et voilà. Puis après, nous, en tant que bénévoles aussi, on participe à cette transmission. Et pareil, on s'est adapté, soit par des outils à distance ou des répétitions en présentiel. Ouais. Alors vous, Tanguy Sicard, vous êtes quand même très connu dans le milieu des Bagadous, d'autant plus que votre père avant vous était aussi une figure des sonneurs. Est-ce que vous pensez, enfin, je suis sûre que vous le pensez, mais je voudrais que vous l'exprimiez, c'est autre chose que simplement de jouer de la musique, quoi. Vous portez des valeurs dans un Bagad. Oui,
oui, enfin, des valeurs, bien sûr. Enfin, déjà, c'est des valeurs associatives, collectives, et puis de transmettre, une passion, transmettre une culture dont on a hérité. Et, voilà, on est juste de passage, et puis on transmet ça. On essaie de transmettre ça, aux jeunes aussi. Puis après, toutes les valeurs de la vie ensemble, faire humanité, pour rebondir sur ce que dit Jean-Michel. Et voilà, donc il y a plein de belles choses. Après, ça mène à plein de belles concrétisations. Voilà, de jouer sur scène, c'est pour des gens, des amateurs, devant des publics variés, dans des belles salles. Ça, rencontrer des artistes. C'est tout ça qui nous est permis de goûter avec nos activités. Donc c'est des choses qui sont très riches, qu'on aime, qu'on veut que le plus grand nombre puisse connaître ça, parce que c'est des choses très agréables, des moments de vie très, très agréables. Et puis on voit que ça ne s'est pas du tout tari avec la crise. Non, il y a l'équipe aussi, il n'y a pas que moi évidemment, il y a toute une équipe autour qui est très dynamique. Et puis il y avait toujours aussi l'envie des musiciens de se retrouver, et de continuer l'aventure. Alors Rosane Leroy, on a fait la musique, on va passer au niveau de la danse. Vous dites quelque chose d'intéressant, donc la Fédération Kendler. En plus, vous allez nous en parler parce qu'elle a repris, elle a un nouveau nom et une configuration un petit peu différente depuis peu. Vous dites que vous ne formez pas simplement des danseurs, mais vous formez des citoyens. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la Confédération Kendler, elle est toute neuve, puisqu'elle a été créée en juin 2020, en plein confinement. Alors, c'était un peu particulier parce qu'il a fallu qu'on mène ce gros projet. Donc, en fait, c'est la fusion des deux confédérations existantes depuis très longtemps, Kendar et Varleur. Donc, on est tout jeune, mais évidemment, on se repose sur ces deux confédérations qui ont une histoire de plus de 60 ans à elles deux. Donc, le but, c'est vraiment, oui, on travaille autour de la culture bretonne, on est là pour ça, mais on forme depuis toujours des citoyens. C'est aussi notre rôle. Et là, lors du confinement, ça nous a paru évident tout de suite, par exemple, de rebondir et de se dire nos pratiques culturelles, collectives et de danse, elles étaient finies forcément pour un long moment. On ne pouvait pas se toucher. On ne pouvait pas faire des choses ensemble. Mais on ne pouvait pas non plus laisser tous nos adhérents tout seuls dans la nature, et ils avaient aussi besoin de nous à ce moment-là. Donc tout de suite, on a rebondi pour faire, oui, alors c'était pas pareil puisque c'était en visioconférence, mais qu'il y ait ce lien qui se perdure et qu'on laisse pas des gens tout seuls dans la nature. Parce que venir le vendredi soir ou le samedi dans un groupe de danse, c'est venir faire de la danse, mais c'est aussi venir créer du lien, c'est avoir des amis, c'est être inséré dans un territoire, être inséré dans le monde. Et il ne fallait pas que ça s'arrête avec ce confinement. Donc on parle, c'est marrant, d'entreprise à mission, de festival à mission. On l'avait vu avec Auguste Coudray, la Gacine l'année dernière. Finalement, vous octroyez, c'est pas le terme, pardon, mais vous êtes investi d'une mission aussi qui va bien au-delà, effectivement, d'un partage de pratiques artistiques. Oui, comme toutes les associations, je pense, on a un but au départ, mais évidemment, oui, on a investi de plein d'autres choses autour de tout ça. Oui. Donc là, comment l'activité a repris? Parce que c'est vrai que le problème la beauté de la danse, c'est du partage et se toucher. Là, les choses ont repris tranquillement. Les choses ont repris tranquillement, oui. Alors, on va dire que les groupes ont vraiment commencé à répéter en juin 2021. Pas tous, il y a encore des groupes parce qu'on a des groupes, par exemple, en région parisienne qui n'ont toujours pas accès à leur salle. Donc c'est compliqué pour certains. Bon, la plupart ont repris en juin 2021 et ça redémarre bien, effectivement. On voit des nouvelles inscriptions. Et puis cet été, par exemple, on ne voulait pas revivre un deuxième été sans festival. On ne savait pas où on allait et on n'avait pas du tout envie de ça. Donc on s'est dit, essayons quelque chose d'un peu fou. On verra si c'est possible ou pas. On a créé un Kendler Tour. On a loué une caravane et on est parti sur la route. Et on a créé 54 dates
On est parti de Saint-Malo, on a fait les 5 départements bretons. Donc, on est parti le 4 juillet, on a fini le 21 août à Guingamp. Et l'idée, c'était vraiment d'aller au plus proche des territoires. Et là, on s'installait tous les soirs avec notre caravane et le groupe qui était sur place, le groupe de danse qui était sur place, proposait des choses. Alors, ils ont chacun proposé des choses très différentes. Et on a aussi voulu faire un lien avec les intermittents parce qu'il était essentiel pour nous de permettre aux intermittents de redémarrer. Donc sur toutes les dates, on a aussi programmé des intermittents grâce au soutien de la région Bretagne, mais aussi de la DRAC. Et pour une fois, ça a signalé que la DRAC Bretagne a aussi financé ce Kenlor Tour pour pouvoir avoir ce lien intermittent et pratiques amateurs qui est essentiel. Nos pratiques amateurs, elles font vivre un nombre important d'intermittents tout l'été. Et puis elles font vivre aussi des entreprises autour des festivals, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est boissons, etc. Donc il y a un vrai lien entre nos pratiques amateurs et évidemment la culture et l'économie. Oui, on le verra avec Jessica du CRT tout à l'heure, les retombées indirectes économiques, certes, mais pas que, de la culture. On y revient, vous avez tous les deux prononcé le mot, soit de paysage, soit de territoire. On est vraiment sur ce prisme-là qui vient vraiment un peu plus encore résonner dans les pratiques de chacun, comme pour la REDADEC. Je fais le lien, Jean-Michel, très concrètement, là pour le coup, sur ces notions de valeurs, oui, sinon il y en avait un autre, pardon, sur ces notions de valeurs fondamentales humaines que sont les droits culturels. Il me semble que sur ces trois exemples-là, on a vraiment une démonstration, en tout cas, que la culture n'est pas descendante, et c'est ce qu'on ne veut plus. Je vais dire oui. Et puis, comme je suis là pour ça, je vais être un peu prudent quand même sur l'usage des mots. La question que j'évoquais tout à l'heure se retrouve là. Est-ce que des pratiques faites par quelques personnes qui aiment la musique bretonne ou le tango ou autre chose, est-ce que c'est leur vie privée ou collective, et puis ça n'a pas plus d'importance que ça, ou est-ce que ça a de l'intérêt général, et pour qui ça a de l'intérêt général? Donc c'est ça la question, c'est valeur universelle ou pas? Parce que chacun pratique ce qu'il a envie de pratiquer. Est-ce que c'est son affaire ou est-ce que c'est un enjeu? Et ce qu'on doit évidemment bien assimiler, c'est que depuis 2001, ça fait 20 ans, eh bien, au niveau de l'ONU, au niveau du mondial, il y a eu l'affirmation que la diversité culturelle était un enjeu pour l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire pour l'ensemble de la famille humaine. Donc, vous faites ça, c'est votre souci, mais la question, c'est comment l'articuler, comment le formuler de telle sorte que on puisse dire, voilà, ce que nous faisons, c'est pas simplement notre plaisir à nous, c'est un enjeu pour l'ensemble de l'humanité. Et je vous rappelle quand même que c'était le 4 novembre 2001, et que c'était après le 11 septembre, et que c'était pour justement affirmer politiquement au niveau mondial qu'il fallait lutter contre toute tentative de clash de civilisation. Les orientaux, les occidentaux, les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, etc. Et l'affirmation politique de la diversité culturelle, c'est l'affirmation qu'on fait partie d'une seule famille, une seule et unique famille humaine, et que chacun apporte sa contribution, mais pas pour lui, à l'ensemble de la famille humaine. Donc dire diversité culturelle, c'est pas dire différence, c'est dire qu'on accepte l'idée que si on fait quelque chose, on le fait dans l'interaction avec les autres humains. Alors quand le FESNOS passe sur la liste quand le FESNOS passe sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, on peut dire pour le coup qu'effectivement, ils ne dansent pas juste pour eux. Là, on est aussi sur entre guillemets, une reconnaissance que cette expression artistique et culturelle fait patrimoine, fait humanité. Alors, je vais le dire un peu autrement, parce qu'effectivement, le concept de la diversité culturelle, c'est que le patrimoine de la diversité est fait de la multiplicité des apports des êtres d'humanité avec leur culture. Une fois que j'ai dit ça, du coup, je viens de perdre le fil, mais je vais le retrouver. Oui. Du coup, quand on parle de droit culturel, j'en profite, c'est pas du droit. Maintenant, je peux le dire, c'est pas de la culture. C'est pas du droit des juristes avec les avocats, ça. C'est j'ai le droit de faire, c'est-à-dire je suis légitime. C'est une éthique. Et c'est pas culturel parce qu'on a tellement parlé de la culture liée au monde des arts, et puis il n'y a pas autre chose. La culture, c'est la fille des arts, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Sinon, on ne se cultive pas. Là, on est autre chose. On est sur, alors non pas une définition strictement anthropologique, mais sur la capacité de chacun, dans son état d'esprit, son imaginaire, son mode de vie, de faire humanité avec les autres. C'est-à-dire de permettre aux autres d'être plus libres et plus dignes. Et ça marche jamais.
C'est ça la question de la diversité culturelle. L'autre étant différent, si j'arrive en disant, voilà, je te montre le modèle, par exemple, de la musique bretonne, il n'y a pas de raison que l'autre personne soit aussi en humanité avec ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des Japonais qui font de la musique bretonne, mais pas sûr. Donc la question de la diversité, c'est accueillir le fait que l'autre n'est pas dans la même configuration de liberté et de dignité, et donc l'importance de la diversité, elle est politique, elle est le lieu de la discussion, où justement, comme aujourd'hui, les uns et les autres vont dire, voilà notre part d'humanité. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire de la musique bretonne, ça veut dire que tous les autres peuvent dire, bah oui, ce que vous faites nourrit la famille humaine, même si moi, même si je ne le fais pas, même si, etc. Et c'est ce jeu-là de la diversité, il est très politique, et si on ne le fait pas, c'est assez dramatique ce que je dis, c'est que personne ne va fêter les 20 ans de la diversité culturelle. Aucun parti politique, aucun média ne va fêter les 20 ans de cet enjeu, nous sommes faits de la diversité des autres. C'est quand même dramatique. Et quand je regarde les débats post-crise sur le secteur culturel, il n'y a même plus cette idée-là. Nous voulons de l'argent parce que nous sommes un secteur culturel. Et il n'y a personne qui rajoute parce que nous sommes des acteurs de l'humanité dans sa diversité. C'est fini ça. C'est même plus dans l'argumentation. Donc il y a quelque chose de triste, et c'est pour ça que je suis heureux que vous soyez là, qu'on en parle, parce que peut-être que ça va venir de nouvelles générations de rappeler qu'on ne fera pas d'avenir durable, on ne maîtrisera pas l'histoire climatique, etc., si on n'est pas capable de discuter entre nous au sein de la famille humaine pour dire, voilà, nous sommes une contribution. Mais je peux me permettre, avec mon âge, de vous dire, aujourd'hui, le 4 novembre 2021, ne pas voir que partout, dans toutes les communes, dans tous les médias et dans tout l'État, voir qu'on ne fête pas la diversité, le concept de diversité culturelle, moi, ça me fait peur. Voilà. Et je vois les taux de pourcentage qui montent vers, au contraire, la culture, c'est la nation, la culture, c'est moi, c'est personne d'autre. Et ça, j'ai vraiment très peur. On a bien dit que la question n'est pas de faire culture commune, mais de faire humanité ensemble. La différence est importante. Vous vouliez réagir, Tanguy ? Non, enfin, juste qu'on est tous des petits éléments de cette diversité oui, culturelle. Je crois, ouais. Et juste pour rebondir, enfin, l'anecdote, nous on a eu un Chinois justement à jouer au bagad, et on a plusieurs Américains qui viennent aussi, et des Écossais aussi, qui participent aux activités, qui viennent pour faire de la musique avec nous. Et donc cette musique-là traverse un peu les océans et interpelle aussi un peu plus loin que juste le territoire breton. On est bien d'accord. Et si Cécile m'autorise, je vais dire un mot de plus, parce qu'il est politique en fait. Vous avez des pratiques. Moi, j'étais en Pays Basque il n'y a pas trop longtemps avec mes amis qui font de la musique et de la danse aussi. Ils ont des pratiques. Et je leur ai dit, continuez. Mais vous avez une responsabilité, soit en tant qu'élu, soit en tant qu'acteur. Vous avez la responsabilité de choisir le concept de culture qui vous convient. Et vous avez le choix en termes de politique publique entre la tradition française qui associe la culture à des objets. Vous faites de la danse, c'est un objet culturel. Vous faites de la lessive, c'est pas du tout un objet culturel. Vous faites du jambon, c'est pas un objet culturel. Mais si vous faites du théâtre, c'est un objet culturel. Ce qui est complètement stupide. Donc un objet ne peut porter un sens et une valeur culturelle. Il faut bien qu'il y ait des personnes derrière. Donc vous avez le choix entre celle-là, la définition UNESCO, qui est très dangereuse parce qu'elle dit chacun est porteur de sa culture et puis c'est lui qui décide de sa culture. Ça veut dire que si quelqu'un vient d'un autre endroit, il ne peut rien dire. Et la définition de l'ONU qui dit, justement, quand il y a culture, que lorsqu'il y a relation d'humanité, ce que j'essayais d'esquisser tout à l'heure. Ça, c'est un choix revendicatif. Je fais quelque chose, d'accord, mais au-delà de je fais de la musique ou de la danse, j'ai choisi cette définition de la culture et c'est avec elle que je vais négocier avec mon maire, avec ma région, etc. Ça, c'est tout à fait le moment de ne pas subir une notion de culture comme si c'était un peu vague. Et ça. Non, c'est un choix. Donc, j'aime pas qu'on dise au sens large ou pas au sens large, etc. Non, c'est au sens politique, ce que nous faisons, voilà la définition de culture qui va avec. Et de ce point de vue-là, ce que j'entends là, c'est un seul mot, mais c'est pour se mettre au travail, ce que j'entends là de la transmission, de la valeur, de ce qu'il y a à transmettre, de l'ouverture à l'économie, tout ça, le cadre politique dans lequel vous pouvez vous insérer, c'est la Convention de Faro, c'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine en Europe. Et là, la valeur du patrimoine, c'est ce que chacun apporte considère comme patrimoine pour elle, chacun, non pour lui,
comme chaque personne le considère comme patrimoine pour elle, et veut le faire, ne pas l'oublier d'abord, le faire savoir et le transmettre aux autres. Et la Convention de Faro, la France ne veut pas la ratifier, et pourtant, si on parle de diversité et de droit culturel, c'est le cadre politique, elle est formidable, et j'espère que la Bretagne sera, avec d'autres, comme la Nouvelle-Aquitaine, qui a un conservateur chargé de la Convention de Faro, sera une des premières à dire oui, on y va, Convention de Faro, c'est le cadre dans lequel... Et là, vous serez à l'aise. Ce que vous direz, ce que vous ferez, correspondra à une logique politique qui est pour l'instant encore en recherche, quoi, et toujours... Après, même si la drague vous aide. Oui, justement, j'allais vous envoyer. On est très sensibles, nous aussi, à ça, puisque la France n'a pas ratifié la charte aussi européenne qui concerne les langues régionales et minoritaires. Voilà. Et donc, effectivement, cette charte-là, qui est maintenant obligatoire pour l'entrée dans l'Union européenne, n'a pas été ratifiée en tant que telle par la France. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, politique, vous avez raison, il y a un vrai travail à mener, qu'on essaye de mener aussi. Avec nos petites forces, et pour rebondir, comme on parlait d'exemples aussi, de faire ensemble, même si effectivement c'est compliqué de rentrer en contact avec toutes les courses qui existent dans le monde, parce qu'il y en a d'autres, effectivement. On a eu la chance de recevoir des représentants du peuple mapuche il y a quelques années en Bretagne, et donc on avait échangé justement autour de la langue mapuzungún et du territoire des Mapuches, qui est à la fois sur le Chili et l'Argentine, et justement sur nos pratiques, puisqu'ils avaient dans l'idée effectivement d'avoir des marches aussi pour la reconnaissance de leur langue. Oui, on ne s'attend pas, comme Jean-Michel parlait d'avoir le choix, on ne s'attend pas du coup effectivement que l'action de l'État soit de museler ou de participer à l'extinction d'une langue, effectivement. Donc merci. On va clore notre petit débat, on le continuera tout à l'heure. Je pense qu'on reparlera de la Convention de Faro de toute manière, Jean-Michel, un petit peu plus tard. Merci à vous trois. Jean-Michel, on le revoit tout à l'heure. On va passer au petit instant live. Merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir.